cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le Génocost organisée par le FONAREV, c'est le chef de l'État qui a lancé ses assises ce lundi 31 mars sous le thème « Engageons-nous pour l'appropriation du Génocost et la reconnaissance internationale de génocide congolais en faveur de la promotion de la culture et de la paix ». Don du sang pour nos héros, la Caisse nationale de péréquation s'est soumise à cet exercice patriotique. Le ministre de la Santé publique a pris part à cette activité organisée ce lundi 31 mars. 4 ans de prison dont 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, c'est la peine infligée à Marine Le Pen, ancienne candidate à la présidence française. Elle est reconnue coupable d'avoir utilisé de fonds destinés à des assistants parlementaires de l'Union européenne en complicité avec 24 autres responsables du Rassemblement national. C'est l'heure de vous informer. Merci de nous choisir. Bonsoir. À la une de l'actualité. Engageons-nous pour l'appropriation du Génocost et la reconnaissance internationale du génocide congolais en faveur de la promotion de la culture, de la paix. C'est sous ce thème que le chef de l'État a lancé la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le Génocost organisée par le FONAREV. Cette table ronde qui s'est ouverte ce lundi 31 mars va se clôturer le 3 avril. Regardez. Dans son discours, lors de l'ouverture de la table ronde sur l'appropriation du Génocost, le chef de l'État a dénoncé plus de 10 millions de morts ces dernières décennies, dont le Rwanda et les M23 AFC sont pointés du doigt. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Ces actes atroces perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Par la même occasion, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse sur les territoires de la RDC. J'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Fini les dénis, place à la justice. Félix Tshisekedi promet que la RDC, en accord avec la Convention sur les génocides et les statuts de Rome, fera tout pour que les coupables payent et que l'histoire soit écrite par les Congolais eux-mêmes. En province, de jeunes manifestants étaient descendus dans les rues de Bukavu avec le cadavre d'un jeune garçon. Ceci pour dénoncer les assassinats arbitraires dans leur ville sous administration des rebelles. Du côté des Goma, les Gomatraciens aussi disent non aux tueries par le rebelle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Reportage. La psychose règne à Bukavu après une vague de tueries dans ce coin de la République. En 48 heures, la ville a enregistré des tueries nocturnes dans les quartiers Kadutu et Ibanda. 3 personnes ont été tuées dimanche 30 mars et la population s'est réveillée sous les chocs d'un meurtre d'un jeune garçon sur son chemin de retour à domicile au quartier Nyamugo. La population descendue dimanche dans la rue avec les corps du jeune homme pour dire « assez c'est assez » avec ces tueries à répétition que commettent le rebelle de l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. Et du côté de la ville de Goma, l'incertitude, la peur et la souffrance de la population persistent. Et cela 2 mois après l'occupation de cette ville par la rébellion, soit le 27 janvier de cette année. Disons qu'en début de cette occupation, les populations du Sud Kivu et du Nord Kivu développent une certaine résilience afin de survivre.
On revient à Kinshasa. Les femmes du réseau solidaire international appellent à un cessez-le-feu immédiat de la guerre dans l'est du pays. Elles l'ont consigné dans un mémorandum remis à la première ministre Judith Suminwa. C'était au cours de la marche de la paix organisée le week-end dernier. On en parle avec Patrick Kissobonge-Sebokuma. En première ligne, dans cette mobilisation générale contre la guerre qui sévit dans l'est de la RDC, la chef du gouvernement a tenu à marcher côte à côte avec toutes les femmes de toutes tendances confondues pour dire stop aux assassinats et autres atrocités commis par le Rwandais supplétif de la FC M23. Parti de la gare centrale, cette marche a eu comme point de chute l'Institut de la Gombe. On pouvait les voir arpenter le boulevard du 30 juin. Dans un élan de solidarité en soutien au FARDC, aux patriotes Ouazalendo qui défendent avec détermination la partie est du pays et aux victimes de cette guerre économique injuste qui frappe le pays, jeunes filles, mères et grand-mères ont bravé la fatigue et la soif pour montrer tout leur soutien à tous les compatriotes qui vivent dans l'est du pays. Lina Pembe, présidente du réseau des femmes solidaires internationales, a remercié l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru, marraine de cette initiative, et la première ministre Judith Suminwa pour son implication personnelle à la réussite de la marche de la paix. Elle remettra un mémo à la chef du gouvernement appelant à un cessez-le-feu immédiat, au retrait des troupes rebelles et à l'implication réelle de la communauté internationale. Judith Suminwa va quant à elle pousser un cri poignant dénonçant les exactions commises par les ennemis internes et externes, auteurs des pillages des ressources minières de la RDC. Dans une démarche pédagogique, la première ministre a expliqué à l'assistance que pour combattre l'ennemi, un budget important est affecté à la défense de la patrie. Et sans le retour de la paix, le développement est mis en mal, a ajouté Judith Suminwa. Enfin, la première ministre a par ailleurs lancé l'appel à l'unité et à la cohésion nationale, essentielle pour protéger le seul pays que Dieu a donné aux Congolais, avant de remercier les organisatrices de la marche de la paix. Et la délégation sénatoriale congolaise a achevé sa mission de suivi de la matérialisation des sanctions contre le Rwanda. Jean-Michel Samalukonde en a fait la restitution de Paris à Bruxelles. La délégation du Sénat a réussi à faire entendre sa voix. Patrick Issou revient. La mission de suivi de la matérialisation des sanctions prises par l'Union européenne et la résolution 2773 du Conseil de sécurité s'est achevée avec succès. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama, revient sur les moments forts des échanges que sa délégation a eus avec les autorités européennes. Nous avions des rencontres importantes, d'abord avec l'Union européenne, pour avoir des échanges précis sur le suivi des sanctions qui ont été prises à l'égard de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, notamment visant des personnalités rwandaises, des sociétés, mais également des membres du M23. À côté de cela, nous avons pris le temps d'échanger sur d'autres questions, notamment la résolution 2773, qui aussi a été prise au niveau de l'ONU, et où nous pensons qu'il y a un besoin d'accompagnement en termes de mise en œuvre. Les questions particulières que nous avons discutées de cette résolution sont notamment la question des FDLR, parce que nous voulons retirer tout prétexte à la guerre, mais aussi celle des réfugiés, qui était une question qui était aussi posée, de manière à ce qu'il y ait une prise en charge de ces questions-là et résoudre, comme c'est le vœu de son Excellence Monsieur le Président de la République, de manière définitive, ce conflit que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. D'autres questions, surtout parlementaires, ont fait l'objet des discussions entre les présidents des Sénats français, belges et congolais. Jean-Michel Sama rentre à Kinshasa, satisfait d'avoir accompli sa mission. Et les sénateurs de la RDC satisfaits de la mission effectuée auprès des autorités et instances européennes. Ils attendent à présent les effets de leur démarche sur le terrain. Ces sénateurs l'ont dit à l'issue du périple qu'ils ont effectué à Paris et à Bruxelles. La suivez. Bon, disons que la mission s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les objectifs que nous avons fixés, quelque part, ont été atteints. Je dis quelque part parce qu'il faut attendre maintenant de voir les effets par la suite. Et sur là aussi, il y a encore un travail à faire, un travail de suivi. Tous nos interlocuteurs, qu'il s'agisse des sénateurs français, des députés européens
ou de sénateurs belges, je crois que nous sommes compris. Et le plaidoyer que nous avons fait a rencontré déjà de bonnes dispositions d'esprit de nos interlocuteurs, parce que vous savez qu'avant notre arrivée, il y avait déjà des sanctions. Maintenant, nous allons poursuivre ailleurs, selon le calendrier que le président du Sénat va fixer. Bien sûr, il y a eu des sanctions, il y a eu des résolutions qui sont prises jusqu'à présent, mais nous voulons que ça aille encore un peu plus parce que la population de l'Est de notre pays continue à souffrir et ils sont toujours sous le régime du M23, d'où nous sommes là, et on est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française, mais aussi du Royaume de la Belgique, et ça s'est bien passé. Maintenant, il nous reste à nous, parlementaires, de faire de suivi au niveau de nos gouvernements pour que tout ce qu'on a eu à faire comme travail ici ne puisse pas s'arrêter là, mais que ça puisse avoir des effets dans les jours à venir. Il ne faut pas seulement rester à prendre des sanctions quand elles ne sont pas exécutées. L'exécution, c'est ce qui a caractérisé les déplacements du président. Pour que nous puissions, en tant que parlementaires, nous avons été clairs, nous avons réclamé que la RDC est agressée par les Rwandais avec ces supplétifs de M23 et AFC qui sont en train de piller. Le problème n'est pas ce qu'on amène comme ce qu'ils avancent, mais le problème c'est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Et c'est ce que nous avons démontré. On voudrait aujourd'hui... Et l'Union européenne estime être la seule partenaire qui privilégie l'intérêt de l'Afrique. Ces propos ont été prononcés par Hilde Voetmans, coprésidente de la délégation Afrique-Europe du Parlement européen. C'était lors de la séance de travail tenue avec la délégation du Sénat congolais conduite par Jean-Michel Sama Lukonde. Regardez. Au Parlement européen, l'eurodéputée Hilde Voetmans, coprésidente de la délégation Afrique européenne, a rassuré du soutien de l'Union européenne non seulement à l'Afrique, mais à la RDC dans cette épreuve d'agression rwandaise. Votre présence montre la volonté commune de renforcer les liens entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est essentiel pour nos deux continents. Ces derniers mois, nous avons fait des avancées importantes pour renforcer notre coopération. Et depuis le début de la prise de Goma par le mouvement M23, avec l'appui du Rwanda, le Parlement européen s'est très rapidement et constamment saisi de la question. Le 11 février, notre Parlement a adopté une résolution forte sur l'escalation de la violence dans l'Est de la RDC. Je vous promets qu'on continue nos efforts pour convaincre la Commission de suspendre l'accord sur les matières premières avec le Rwanda et d'imposer des sanctions pour stabiliser la RDC et ramener la paix durable pour la région. Elle a rappelé que c'est seule l'Europe qui se met aux côtés des Africains pour un partenariat gagnant-gagnant. À elle d'ajouter qu'il faudra alors s'engager véritablement car les bonnes intentions ne suffisent pas. Chers collègues, on ne le dit pas assez et rarement à haute voix, mais l'Europe est le seul continent qui approche l'Afrique avec des intentions sincères, en cherchant une relation gagnant-gagnant. Ce n'est pas les États-Unis, avec leur nouvelle politique America First et leur annulation des programmes USAID. Et ce n'est pas la Chine, qui s'est spécialisée dans l'extraction des richesses africaines sans considérer les conséquences locales. C'est seulement l'Europe qui veut un partenariat basé sur la coopération et le développement durable. Mes chers collègues, nous devons être également conscients que les bonnes intentions européennes ne suffisent pas. Sans acte, l'engagement européen sur l'Afrique reste superficiel. Hilde Voetmans a appelé toutes les parties à travailler ensemble pour une coopération forte entre l'Afrique et l'Europe.
Et puis la Caisse nationale de péréquation a organisé une collecte de sang dans le cadre de la campagne Don du sang pour nos héros. Cette action de solidarité s'inscrit dans un contexte humanitaire particulièrement difficile alors que la RDC fait face à une guerre d'agression dans l'Est. Le ministre de la Santé publique a pris part à cette activité organisée ce lundi 31 mars. Ida Maloba. La Caisse nationale de péréquation dit avoir décidé de participer activement à l'élan de solidarité en faveur de nos vaillants soldats au front en organisant la collecte de sang au sein de leur institution. En ce temps de guerre, cet acte de solidarité avec le FRDC qui s'inscrit en droite ligne dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est bien plus qu'un simple geste symbolique. Il est de témoignage et de notre engagement, de notre responsabilité collective envers plutôt ceux qui œuvrent sans relâche au prix de leur sacrifice suprême pour la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé, au sein de notre institution, de participer activement à cet élan de solidarité envers les membres des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a, au nom du gouvernement, exprimé sa gratitude à tous les donneurs de sang et aux organisateurs de l'événement. Le docteur Roger Kamba a souligné la portée des dégâts matériels et humains causés par l'agression rwandaise dans l'Est sur le plan sanitaire, d'où la nécessité de la collecte de sang. Je suis heureux de participer à cette collecte de sang qui est un geste vraiment salvateur. Par ce temps très morose pendant lequel notre pays est attaqué malheureusement par une puissance étrangère maléfique, je cite le Rwanda, la conséquence humanitaire, au-delà de la conséquence militaire, est catastrophique. Eh bien, ce drame, malheureusement, au-delà des millions de morts qu'il a déjà apporté, apporte tous les jours des centaines et des centaines de milliers de déplacés. Au-delà de ces déplacés, au-delà de ce drame humain, il y a toutes nos infrastructures qui sont détruites. L'appel a été lancé aux entreprises publiques et privées de joindre leurs efforts en matière de solidarité en emboîtant les pas à la Caisse nationale de péréquation et participer à la campagne Don du sang pour nos héros. On parle éducation en province. Les enseignants d'au moins 4 sous-divisions du territoire de Rutshuru au Nord Kivu vont exprimer le samedi 29 mars leur mécontentement face au non-paiement de leur salaire de 2 mois. Ces enseignants jugent d'inacceptable la situation alors que le gouvernement avait assuré avoir pris des dispositions nécessaires pour pallier ce problème. Affaire Muvita. L'incompréhension règne chez les enseignants de Rutshuru. Ils affirment avoir accompli toutes les formalités requises pour le transfert de leur salaire par la nouvelle voie, compte tenu de la fermeture de banques à Goma. Si le gouvernement a fait le nécessaire, pourquoi la Caritas tarde-t-elle à payer nos salaires? 2 mois impayés, c'est trop, a déclaré un enseignant. Nous avons complété le fiche. Ça fait déjà 1 mois sans suite. Nous sommes délaissés, raison pour laquelle nous, enseignants du territoire de Rutshuru, déclarons « Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Déjà 2 mois et bientôt 3 mois impayés, alors que les autorités ont déjà fait leur part », s'inquiète un autre enseignant. En réponse à ces préoccupations, le directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, Luc Baweza, a indiqué que les notifications ont déjà été envoyées à certains enseignants. Le directeur chargé du suivi de la paie à Kinshasa a également confirmé que le gouvernement a déjà fait sa part à l'autorité compétente de s'y mettre véritablement afin que l'équivoque soit levé et que les enseignants du territoire de Rutshuru voient clair dans cette situation. Faire à suivre. Tout à fait autre chose, l'application des textes légaux des comités provinciaux et locaux de sécurité a fait l'objet d'une évaluation. Celle-ci était présidée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Rachel Adassalouala.
Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer la vulgarisation de textes depuis leur lancement le 25 février dernier en mettant l'accent sur les axes prioritaires tels que la gestion de l'ordre public, la salubrité de la ville et la lutte contre les nuisances sonores, conformément à l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a souligné l'importance de la police nationale congolaise, insistant sur le professionnalisme dans l'accompagnement des autorités locales. Bon, il était question aujourd'hui autour du VPM intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières d'évaluer les textes, la vulgarisation des textes légaux pour la mise en place du comité local de sécurité. Alors c'est un instrument très important en termes de gouvernance. Ça nous permet d'améliorer la gouvernance sécuritaire à la base et nous avons exhorté la police à s'y mettre parce que c'est la police qui nous aidera justement à appliquer la norme. Satisfait des progrès réalisés dans le fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité, Jacquemaine Chabani a insisté sur la nécessité d'élargir de réunions de sécurité au niveau local afin d'impliquer toutes les couches de la population dans la lutte contre l'insécurité. Et la police nationale congolaise s'adonne à l'assainissement du quartier de Bonhomme dans la commune de Limete de ce qui est marché pirate et criminalité urbaine. C'est dans cette optique que le capitaine Jérémy Miami a tenu à donner des directives à l'équipe commise à cette tâche. C'était donc le week-end dernier. Regardez. Vous êtes affecté en ce lieu pour travailler comme il se doit. C'est une voie que le chef de l'État emprunte à tout moment. Il ne faudrait pas qu'il y ait des marchés pirates partout. Que vous soyez affecté à Limete ou à Kingabois, formons une même unité de travail. Je vous exhorte à travailler en toute droiture, en évitant le vol ou les cassures. Évitez surtout de tirer les balles en désordre sur la population ou les manifestants, car ce ne sont pas nos ennemis. Les balles doivent être tirées sur l'ennemi. Dans notre ennemi, population a ennemi, un manifestant a ennemi. Et c'est déjà la deuxième phase ce lundi des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Jacques Kaboula a été consulté par le conseiller du chef de l'État en matière sécuritaire. Au sortir de ces consultations, le gouverneur de Haut-Katanga a appelé les Congolais à répondre à cette invitation car la RDC est en danger. Selon lui, le faire, c'est répondre au camp qui défend la patrie. Suivez ses propos. J'ai été invité par le conseil spécial aujourd'hui pour donner un point de vue sur la question de l'heure. La question de l'heure, c'est en rapport avec la guerre qui nous est imposée injustement par l'agresseur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc, répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Et donc, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ce menace, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. Et dans le même chapitre, l'église du Christ au Congo a aussi été consultée. Après ces consultations, l'ECC pense que lorsque la maison brûle, on ne tient pas compte de qui amène de l'eau pour éteindre le feu, pour dire que chacun est utile pour apporter ses idées à ces consultations. Suivez. Et vous savez que lorsque la maison est en difficulté, lorsque la maison brûle, on ne tient pas compte de qui amène de l'eau pour éteindre le feu. Donc, tous les moyens possibles pour que le feu soit éteint sont admis. Donc, nous sommes là, comme je le dis tantôt, pour que ce pays puisse retrouver son territoire, l'intégrité de son territoire,
Et quand c'est le chef de l'État qui lance un appel, tout à fait normal que toute la population puisse se lever pour résoudre ces problèmes si épineux. Je pense que vous le savez, avant même de commencer la tournée, la délégation ECC-SENCO avait été reçue par le chef de l'État et elle avait promis qu'à la fin de ces consultations, elle reviendra auprès du garant de la nation pour lui déposer ses conclusions. Donc tout à fait normal que lorsque tout sera fini et déjà la délégation a été, plutôt les deux églises ont déjà été informées que le chef de l'État est disposé à le recevoir d'ici là. Et en clôturant ce mois de mars vers Pâturage Télévision, vous fait un zoom sur Francine Muyumba, femme leader politique de la République démocratique du Congo. Suivez son portrait avec Rachel Adassalouala. Francine Muyumba est née en février 1987 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, et grandit dans l'ancienne province du Katanga, aujourd'hui Tanganyika. Elle décroche un diplôme d'état académie, puis part étudier le droit à l'université de Namibie, souhaitant devenir juriste. Elle se désintéresse pendant de la common law enseignée dans cette université et décide de se tourner vers le journalisme. Elle commence aussi à militer durant ses études, dorénavant devenant la première étudiante étrangère à être placée à la tête du conseil représentatif des étudiants de cette université. En 2011, elle obtient une licence en ressources humaines, sciences et technologies, option études des médias, journalisme, puis rentre au Congo. En 2013, elle décide de reprendre ses études de droit, cette fois-ci à l'université protestante au Congo, où elle décroche une licence en 2018. Francine Muyumba s'investit au sein de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et travaille notamment avec la Ligue des jeunes du parti de l'ancien président Joseph Kabila. Fin novembre 2014, elle est élue à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle est réélue pour un second mandat en décembre 2017. Proche de Joseph Kabila, en 2018, juste avant l'élection présidentielle, l'ex-président congolais, alors président sortant, l'élève au rang d'ambassadeur. Candidate aux élections sénatoriales de 2019, elle est élue sénatrice du Haut-Katanga le 15 mars 2019 et prend ses fonctions le 5 avril lors de la rentrée parlementaire. À l'âge de 32 ans, elle devient ainsi la Benjamine du Sénat congolais, au sein duquel elle préside la commission des relations extérieures. Il faut dire qu'en octobre 2017, Francine Muyumba a été classée parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes du monde au MIPA 2017. Mariée depuis 2019 à Patrick Kangabe Konda, elle est mère de famille. En France, Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Elle et 24 autres responsables du Rassemblement national ont été reconnus coupables d'avoir utilisé de fonds destinés à des assistants parlementaires de l'Union européenne pour payer les collaborateurs à la solde du parti entre 2004 et 2016. Le verdict du tribunal de Paris est tombé ce lundi matin. L'acte posé par Marine Le Pen et les 24 autres responsables du Rassemblement national était en violation des règles de l'Union européenne. Les accusés ont toutefois nié les faits. L'ex-présidente du Rassemblement national est ainsi exclue de la course présidentielle de 2027, un scénario qu'elle avait déjà qualifié de mort politique. Le Conseil constitutionnel a jugé vendredi, dans une affaire distincte, que l'application immédiate de la sanction était conforme à la Constitution. Marine Le Pen, qui était présente au tribunal, risque jusqu'à 10 ans de prison. Ce verdict pourrait faire l'objet d'un appel, ce qui donnerait lieu à un nouveau procès. Le Pen, 56 ans, est arrivé deuxième derrière le président français Emmanuel Macron lors des élections présidentielles de 2017 et de 2022, et le soutien de son parti s'est accru ces dernières années.
Au cours du procès de 9 semaines qui s'est déroulé fin 2024, Marine Le Pen a fait valoir que l'inéligibilité aurait pour effet de la priver d'être candidate à l'élection présidentielle et de priver ses partisans de leur droit de vote. C'en est fini, je vous rappelle le grand titre. Cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le Génocost organisée par le FONAREV. C'est le chef de l'État qui a lancé ses assises ce lundi 31 mars sous le thème « Engageons-nous pour l'appropriation du Génocost et la reconnaissance internationale de génocide congolais en faveur de la promotion de la culture et de la paix ». Donc du sang pour nos héros, la Caisse nationale de péréquation s'est soumise à cet exercice patriotique. Le ministre de la Santé publique a pris part à cette activité organisée ce lundi 31 mars. 4 ans de prison dont 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, c'est la peine infligée à Marine Le Pen, ancienne candidate à la présidence française. Elle est reconnue coupable d'avoir utilisé de fonds destinés à des assistants parlementaires de l'Union européenne en complicité avec 24 autres responsables du Rassemblement national. Cette grande édition est bouclée, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Bonsoir.